Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Alors, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous parler d'un événement qui est majeur dans la société française et en Europe et dans le monde. C'est la première révolution bourgeoise qui s'est déroulée le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille. Et commence la Révolution française 1889 à fin juillet 1794. Alors, reprenons dès le début. Le roi Louis XVI convoque les États généraux au mois de mai, au mois de juin 1789. Le 1er juillet 1789 se constitue l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, qui va d'abord s'installer à l'hôtel des menus plaisirs, comme je vous l'ai dit dans la précédente conférence. Du 1er juillet 1789 au 12 octobre 1789. Puis, cette assemblée constituante déménage de Versailles pour venir aux Tuileries à Paris, je les comprends, c'est plus court. Versailles, ça fait 20 km, alors que les Tuileries, c'est à côté. Les Tuileries à la salle du manège, du 12 octobre 1789 au 9 mai 1791. Enfin, elle s'assemble à la salle des machines, qui est jugée plus grande, plus spacieuse, plus vaste, qui se trouve au rez-de-chaussée des Tuileries, du 9 mai 1791 à fin septembre 1791. Voilà. Donc ça, c'est l'Assemblée constituante. Maintenant, l'Assemblée nationale législative, qui vient après l'Assemblée constituante. Elle s'assemble toujours à Paris, aux Tuileries, du 1er octobre 1791 au 21 septembre 1792. Alors, je vous ai cité les 5 républiques françaises, je les répète encore rapidement. Bon, la répétition est toujours la mère de la science. 21 septembre 1792, 1804, Première République, Deuxième République, 1848, 1850, au mois de décembre, Troisième République, 1870, 1940, Quatrième République, 1944, 1958, et Cinquième République, nous y sommes à l'intérieur de cette Cinquième République, 1958 à nos jours. Donc ça va bientôt faire 110 ans, comme la Troisième République, qui a fait 110 ans, pratiquement, pas tout à fait. Donc, maintenant, voyons cette Assemblée nationale législative. Pourquoi est-elle rassemblée? Elle est rassemblée pour donner une nouvelle monarchie constitutionnelle à la France. Mais cette Assemblée nationale législative devient la Convention constituante. La Convention nationale, pardon. La Convention nationale, qui va du 21 septembre 1792 à la chute de non pas la chute de Robespierre, un peu plus tard, beaucoup plus tard, l'année d'après, le 26 octobre 1700, c'est la Convention montagnarde qui s'achève le 28 juillet 1794. Là, elle va jusqu'au 26 octobre 1795. Donc, cette Convention nationale, qui se rassemble toujours aux Tuileries. Lors de la première séance, l'abolition du roi, l'abolition de la royauté, l'abolition de la monarchie est instaurée. Car le roi, il y a eu l'échéance du roi le 10 août 1792, jour où le roi et toute la famille royale ont été jetés en prison. Donc, ce fameux 10 août 1792 a lieu la commune insurrectionnelle de Paris et la prise des Tuileries.
Les premières élections législatives ont lieu du 2 au 19 septembre 1792. Malheureusement, cette période est marquée par les massacres de septembre qui vont du 2 au 7 septembre 1792. C'est à Paris, au Club des Jacobins, retenez ce nom, Club des Jacobins, que les montagnards et les girondins choisissent leurs députations, les députations parisiennes, qui sont beaucoup plus importantes que les députations provinciales. Les Girondins sont écartés le 2 juin 1793. Robespierre est élu premier député, puis vient Danton. Alors, divisé, de composition fluctuante, sans ligne politique fiable, la Montagne et la Gironde ne sont pas des partis politiques tels qu'on les voit aujourd'hui au sens moderne du terme. Le centre-siège, est occupé par des députés du centre, c'est-à-dire de la plaine ou du Marais. Ils sont beaucoup plus nombreux et ils sont un tout petit peu plus modérés que les montagnards qui sont au-dessus, qui sont sur les sièges supérieurs, et les Girondins qui sont en dessous d'eux. Ils sont un peu plus modérés. Maintenant, les Girondins sont dirigés par Brissot, Vergniaud, par le fameux Pétion, par Cadel, par Roland. Ils quittent très vite le club des Jacobins. Les Girondins quittent très vite le club des Jacobins. Parce que vous verrez, le club des Jacobins, bon, et poursuite des opposants de Robespierre, hein, là. Donc, les montagnards, eux, quant à eux, sont dirigés par la figure emblématique de l'incorruptible Robespierre, Maximilien de Robespierre, par aussi le grand Danton, et par l'archange de la mort, Saint-Just, ainsi que par celui qui sera liquidé par Champ de Corday, Marat. Parmi les députés du Marais, de la Plaine, c'est-à-dire les députés du centre-siège, le député le plus en vue est Bertrand Barrère, qui fera partie de deux comités de salut public. Le comité de salut public de Danton et le comité de salut public de Robespierre, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont très intéressants. Très intéressant. C'est véritablement le gouvernement de la République, de cette première République-là. Voilà. Donc, les montagnards et les girondins sont donc tous au club des Jacobins, au départ, avant que les girondins ne les quittent, et les opposants à Robespierre sont pourchassés, comme un chat avec une souris, pourchassés par surtout les montagnards. Surtout les montagnards. Donc, après la chute de Robespierre, le 28 juillet 1794, ou le 10 Thermidor de l'an 2, le club des Jacobins va s'empresser de fermer ses portes. Hein. Mais ça, nous verrons ça plus tard. Voyons maintenant dans le menu détail les factions révolutionnaires. Quelles sont-elles, ces factions révolutionnaires? Alors d'abord, les indulgents, bien sûr, toujours les indulgents, Danton, Camille Desmoulins, le fameux Philippot, Delacroix qui passe en douce à la guillotine, bien sûr. Et ensuite, vous avez les hébertistes, les exagérés, les hébertistes. Hébert. Alors, Hébert est né le 15 novembre 1757, il est mort le 24 mars 1794. C'est une des figures les plus importantes pour moi de la Révolution française. C'est un homme qui, au départ, en 1791, de janvier 1791, il essaie d'entrer dans le club des Jacobins, mais il n'y arrive pas. Il se réfugie donc dans le club des Cordeliers. Il y écoute les débats.
et devient, si je puis dire, un grand débatteur. Il parle beaucoup, et il devient le président du club des Cordeliers, on s'appellera d'ailleurs les exagérés les Cordeliers, au printemps du 192. C'est un homme qui a créé un journal, le Père Duchesne, mais le Père Duchesne est un journal très, très puissant, avec des mots acerbes, des mots fleuris, la plupart du temps, et qui vont faire beaucoup de mal. Ils vont provoquer ces mots acerbes de fameux Hébert, vont provoquer la chute des Girondins et les massacres de septembre, entre le 2 et 7 septembre 1992. Et n'oublions pas que Hébert parle de la reine comme d'une femme pratiquant l'inceste avec son fils. N'oublions pas cela. Donc Hébert, avec Chaumette, Montmoreau, le général Rancin, Vincent, passeront à l'échafaud aussi. Il y a aussi les Robespierristes. Ah ben les Robespierristes, eux, alors là, bon, ce sont des montagnards convertis, des opposants extrêmes aux Girondins. D'ailleurs, ils les élimineront le 2 juin 1793. Vous verrez comment. Vous verrez comment. Et donc, ces Robespierristes-là passeront également à l'échafaud, car il y aura beaucoup d'événements, je vous les raconterai tout à l'heure, intéressant que vous les mémoriez. Si vous voulez connaître la Révolution française, vous pouvez vous attacher seulement à la personne emblématique de Robespierre, savoir ce qu'il a fait, à la fin, savoir un petit peu ses mouvements, et alors qu'il s'est retiré du comité de salut public, il a fait une grande erreur. Hein, il a fait comme Danton. Hein, Danton, pendant 4 ou 5 mois, il s'est occupé de sa nouvelle femme. Il avait eu une nouvelle femme, il s'était marié. Son ancienne femme étant morte à l'accouchement. Il a eu une nouvelle femme, il s'est intéressé à elle. Il est parti en province. Il s'est désintéressé de la Révolution française. Et au retour, passé sur l'échafaud. C'était pareil avec un petit peu pareil avec Robespierre. Pendant 1 mois, il a délaissé complètement le comité de salut public, et puis finalement le comité de salut public s'est retourné contre lui. Oui, s'est retourné contre lui. Voilà. Donc tous ces bons hommes-là, Robespierre, l'archange de la mort, le fameux Saint-Just, qui est mort très courageusement, hein, très très courageusement. Et Jacques Lebas, et puis le frère de Maximilien de Robespierre, Antonin de Robespierre, etc., ils seront liquidés. Il y a les exagérés. Ah, les exagérés, c'est l'extrême gauche. L'extrême gauche de la Première République. C'est Jacques Roux, c'est Pauline Léon, c'est le fameux Leclerc, Lacombe, Varlet, et d'autres. Alors, ce sont les factions révolutionnaires en présence. Maintenant, je vais vous parler des conventions. Les 2 conventions. La première fut girondine, et la deuxième sera montagnarde. La première est girondine, la convention girondine, qui va du 21 septembre 1792 au 2 juin 1793. Ah, oui, cette convention girondine. Alors, c'est intéressant de la connaître, bien sûr, parce que c'est elle qui va favoriser l'ascension de la montagne, et va favoriser la convention montagnarde, qui, elle, va se mettre à couper les têtes à tout va. Donc la convention girondine, 21 septembre 1792, 2 juin 1793. À la première séance, la royauté est abolie. Mais les Girondins ne veulent pas que l'on fasse un procès au roi, que le roi Louis XVI, le si bon roi Louis XVI, il s'occupe pas beaucoup de politique, lui, hein, il s'occupe de ses serrures. Hein. Il est avant tout serrurier.
il s'occupe de ses serrures à Versailles. Sur 1400 serrures, paraît-il qu'il en aurait restauré 700 ou 800. Donc c'est un bon serrurier, excellent serrurier. Mais alors, un piètre politique. Il ne s'occupe pas de tout ça de politique, lui, ça ne l'intéresse pas. Alors, les Girondins ne veulent pas qu'il y ait un procès contre lui. Mais, la découverte, le 20 novembre 1792, de l'armoire de fer aux Tuileries. C'est une armoire de fer, le roi était trahi, bien sûr. Était trahi d'abord par son menuisier, qui a construit cette armoire de fer, c'est-à-dire une salle secrète, où l'on dépose le courrier secret du roi. Oh, c'est pas un grand courrier excessivement secret, C'est un courrier qu'il a eu avec quelques secrets, quelques lettres secrètes avec ses ministres. Il avait bien le droit. Et avec quelques princes étrangers. Il en a aussi le droit. Mais bon, on l'a fait passer pour un grand traître. On avait passé ça pour une haute trahison. Très haute trahison. Donc, le 10 décembre 1792, s'ouvre le procès du roi. Les débats sont animés par Robespierre et Saint-Just, bien sûr, qui s'acharnent sur le roi. Et le 20 janvier 1793, le roi est accusé de haute trahison. Ah, cette armoire de fer-là, si elle n'avait jamais été découverte, il n'y aurait pas eu cette haute trahison. Et on décapite le roi le lendemain, le 21 janvier 1793. Alors, la décapitation du roi, c'est la guillotine, soude tous les pays européens contre la France. La France est maudite. Elle a assassiné le roi Louis XVI. Alors, la Convention girondine acte pour une levée en masse de 300 000 hommes. Mais cette levée en masse de 300 000 hommes provoque ce qu'on appelle la guerre de Vendée. Là, on pourrait faire toute une histoire là, sur la guerre de Vendée. Elle dure assez longtemps et elle va occasionner de grosses batailles. Entre la Convention et les Vendéens. Cette guerre de Vendée-là souligne, bien sûr, au regard des montagnards, elle souligne la mollesse des Girondins. Alors, Robespierre s'écrie face aux Girondins, député qui aimait encore la France, député girondin qui aimait encore la France, levez-vous contre ces traîtres, ces députés girondins qui sont contre la France. Et quelques jours plus tard, le 2 juin 1793, une foule de 80 000 hommes et de 150 canons, commandés par le général Henriot, investit la Convention girondine aux Tuileries et impose que soient condamnés à mort, illico presto, 29 députés girondins. Donc on commence à couper les têtes à Paris. Alors cette fameuse Convention girondine s'effondre. Et c'est ce qu'on appelle la Convention montagnarde, qui va siéger du 2 juin 1793 au 28 juillet 1794, le dit Thermidor de l'an 2, la chute de Robespierre, la chute de lui-même et de sa tête. Donc, la Convention montagnarde choisit un comité de 24 membres qui vont être obligés de dicter les décisions de l'Assemblée, de la Convention montagnarde, et l'application de ces décisions. Mais ces décisions ne seront pas appliquées, la plupart du temps. Car la montagne est confrontée à de gros problèmes. Quels sont ces gros problèmes?
l'insurrection fédéraliste, la guerre de Vendée, la guerre intérieure, la situation économique déplorable et les insuccès militaires. La bataille de Nervierden, le 18 mars 1793. Donc, elle instaure des mesures d'exception. Et quelles sont ces mesures d'exception? Je les ai dit tout à l'heure dans la première conférence. La création du comité de salut public, la création du comité de sûreté générale, la terreur légale et la révolution et le tribunal révolutionnaire. Alors il est vrai que les suspects ne manquent pas. Il y a la noblesse, le clergé, les prêtres réfractaires, les agioteurs, c'est-à-dire ceux qui font du trafic avec l'économie, et les fédéralistes. Il y a également une terreur économique. Quelle est cette terreur économique-là? On condamne à mort les accapareurs, ceux qui s'accaparent les denrées alimentaires et qui font du trafic avec ces denrées alimentaires. Et il faut dire aussi que les sociétés, alors ça c'est un moment crucial quand même, hein, parce qu'il a beaucoup fait pencher la balance lorsqu'il a été décidé de couper la tête à Robespierre et à toute sa clique. Ça a beaucoup penché dans la balance. Écoutez-moi bien, les sociétés populaires dirigées par les sans-culottes reçoivent des prérogatives de surveillance et de police très fortes, très importantes. Ah oui. Et il faut dire aussi qu'il y a des figures historiques de nouveaux généraux, de nouveaux officiers qui surgissent dans l'armée française. Il y a Hoche, il y a Marceau, il y a Jourdan, il y a Pichegru, il y a Bonaparte et d'autres. Et il faut dire aussi que le 16 octobre 1793, donc à peu près 10 mois après l'exécution du roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette est guillotinée, place de la Révolution. Place de la Révolution, c'est place de la Concorde actuelle. Donc, place de la Concorde, lorsque vous passez place de la Concorde, je m'adresse aux Parisiens, lorsque vous passez place de la Concorde, pensez au roi Louis XVI, à la reine Marie-Antoinette et à tous les révolutionnaires qui ont été véritablement liquidés. C'est quelque chose quand même, hein. Voilà. Donc, citons un petit peu les membres du comité de salut public Robespierre. Celui d'Anton, oui, bon, mais là, le Robespierre est très important. Il y en a 12. Il y a Bertrand Barrère, dont je vous ai parlé, c'est un député du centre-siège. Bertrand Barrère, important. Il y a Collot d'Herbois, qui mourra en 1796 du typhus, je crois, ou de la malaria, oui, de la malaria ou du typhus en Guyane. Il y a Biot-Varenne, qui mourra en 1816. Il y a Lazare Carnot, qui s'occupe des affaires de la guerre. Il y a le fameux Georges Couthon. Il y a le héros de Seychelles, qui sera condamné pourquoi? Pour haute trahison et écarté du comité de salut public en décembre 1793. Et il sera guillotiné avec le fameux Danton le 5 avril 1794. Alors, il y a également l'Indé, il y a excusez-moi, il y a l'Indé, il y a Prieur de la Marne, il y a Prieur de la Côte d'Or, il y a Robespierre, Maximilien de Robespierre, bien sûr. Il y a également Jambon Saint-André, sans oublier l'Archange de la Mort, Saint-Just. Ce sont donc 12 membres qui sont importants à mémoriser.
Voilà. Donc, passons maintenant à quoi? Ben, on va passer à la liquidation des factions. On va passer à la liquidation des factions. Alors, ces factions révolutionnaires, là, je vous les ai citées tout à l'heure. Donc, les premiers à être guillotinés, à avoir leur tête coupée, ce sont les hébertistes, les exagérés, les cordeliers. Alors Hébert, qui était un homme quand même très important durant la Révolution française, qui est une personnalité de la Révolution française, qui était un farouche, non pas adversaire, mais partisan des têtes coupées. Lui, il demandait constamment qu'on coupe les têtes. Eh bien, lorsqu'on a dû lui couper sa tête et qu'il a vu qu'il allait vers la guillotine, il a été véritablement secoué de sanglots, demandant de l'aide à tout le monde. D'ailleurs, son geôlier se moquait de lui. Vraiment un grand couard. Un grand couard. Cet homme qui avait demandé la tête de tellement de personnes et qui a réussi à comploter et à faire en sorte que les massacres de septembre, des sans-culottes qui ont liquidé à tout va, et la chute des Girondins, eh ben lui-même est passé sur le billard, est passé à la guillotine. Voilà. Donc, arrêté dans la nuit du 13 au 14 mars 1794, jugé du 21 au 24 mars 1794 et liquidé, guillotiné, place de la Révolution, le 14 mars 1794. Après lui viennent très rapidement, les dantonistes. Danton et ses amis. Camille Desmoulins, Philippot, Delacroix et compagnie. Ils sont arrêtés le 30 mars 1794, jugés, il faut le dire vite, parce que bon, ils ont été surtout réprimés, on les a empêchés de se défendre, on a empêché à Danton, le grand orateur de la Révolution française, on a empêché de parler. Et ils sont liquidés, ils sont guillotinés le 5 avril 1794. Alors, il y a quelques petites anecdotes à souligner. Danton, lorsqu'il est passé devant la maison de Robespierre rue Saint-Honoré, il a crié « Robespierre, tu me suis, on rasera ta maison et on y versera du sel. » Et il aurait dit également à Samson, l'exécuteur officiel, place de la Révolution, il aurait dit « Tu n'oublieras surtout pas de montrer ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. » Alors il mourra très courageusement. À l'inverse de Camille Desmoulins qui sanglote, qui pense à sa petite Lucie, à sa petite femme Lucie, et qui est ridicule par rapport à un Danton magnanime. Il a été marié également une deuxième fois avec une superbe petite jeune fille de 15-16 ans, et il en est très amoureux, mais c'est pas pour cela qu'il se met à sangloter. Il y va d'une façon farouche. Je n'ai pas peur de la mort. Et c'est ainsi que les historiens l'ont reçu. Alors que le pauvre Camille Desmoulins, on sait ce qu'il adviendra également de sa femme, puisque il y aura une fournée le 13 avril 1794, c'est-à-dire 8 jours après l'assassinat de son mari, Lucie Desmoulins, avec Chaumette, un ami d'Hébert, qu'on avait oublié, et la femme d'Hébert seront guillotinés. Alors Robespierre maintenant. Le fameux Robespierre. Alors bon, tout comme Danton s'est désintéressé de la vie politique, lui ce qui l'intéressait le plus c'était sa vie de famille, profiter de sa nouvelle épouse,
Il était très, très, très amoureux, très épris d'elle. Voilà, sentimentalement et sensuellement. Il Robespierre délaisse un petit peu la le comité de salut public, puisqu'il y est au comité de salut public, c'est la figure emblématique du comité de salut public. Il délaisse le comité de salut public. Mais, au mois de juillet 1994, des listes circulent avec les noms de Collot d'Herbois, Buot-Varenne et Lazare Carnot. Alors ceux-ci ont peur pour leur tête, hein. Vous vous rendez compte? Ils sont sur les listes de ceux qui doivent passer à l'échafaud. Donc, ils entrent en contact très rapidement avec des membres du comité de sûreté générale, qui, eux, sont vexés à mort contre Robespierre. Pourquoi? Parce qu'on a donné des prérogatives de surveillance et de police excessivement fortes aux sociétés populaires et aux sans-culottes. Ils sont vexés. Donc, ils sont prêts à aider Collot d'Herbois, Buot-Varenne et Lazare Carnot. Et ceci s'adresse également à des députés du Marais ou de la Plaine, c'est-à-dire du centre-siège, les plus modérés, un peu plus modérés, sur lesquels plane l'ombre de la guillotine, car ils sont également, certains de leurs noms sont sur les listes. Et il est pris la décision, après la victoire de Fleurus, le 26 juin 1794, on se dit, mais bon, la révolution, le fameux tribunal révolutionnaire et la terreur légale ne sont plus de mise. On peut les arrêter. Donc pour les arrêter, il faut faire guillotiner Robespierre et Saint-Just. Donc on prend la décision de faire arrêter Robespierre. On l'arrête le 27 juillet 1994. Le 9 Thermidor de l'an 2. Il est arrêté. Son frère, Antonin de Robespierre, alors il reçoit une balle dans la mâchoire, le fameux Robespierre, une balle dans la mâchoire, qui lui paralyse complètement la mâchoire. Son frère, pris de désespoir, se jette par la fenêtre et il se casse une jambe. Il est quand même récupéré. Bien sûr, il se casse une jambe, il ne peut plus s'enfuir. Et le 28 juillet, c'est-à-dire le lendemain, le 10 Thermidor de l'an 2, Robespierre, son frère Antonin de Robespierre, sa jambe cassée, lui il a sa mâchoire cassée. Jacques Lebas et Saint-Just, l'archange de la mort, sont guillotinés. C'est la fin de la terreur légale, c'est la fin du tribunal révolutionnaire. Il y aura ensuite une terreur blanche, mais elle est beaucoup plus douce, si on peut appeler ça comme ça. Hein, on peut dire qu'elle est un peu plus douce, mais on pourrait également faire une conférence sur la terreur blanche. Mais c'est une autre histoire. Je vous ai raconté, donc je vous ai conté la Révolution française vue par moi. Hein, vue par moi. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et bon, je vous dis à bientôt, peut-être. Merci.